Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, ça ne bouge pas, on débutera avec Info 10, le journal local et régional, avec un point important, effectivement, la conférence de presse du procureur de la cour d'appel de Basse-Terre, Xavier Sicot, qui n'a pas donné grand-chose, mais on reviendra dessus quand même. En deuxième partie, pas de Sport 10, puisque ce sera de la politique ce soir, et on roule pour le programme. Nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et voici les titres de ce journal. La diffusion de la vidéosurveillance de l'interpellation de Claude Jean-Pierre, le procureur de Basse-Terre a tenu une conférence de presse en début d'après-midi. Une prise de parole pour réaffirmer la volonté de la justice de faire la lumière sur cette affaire, mais aussi pour préciser que la vidéo diffusée a bien été montée. Procureur qui évoque une totale transparence, mais qui refuse les questions sous couvert du secret de l'instruction. On l'écoute au micro de Michel Depape. L'ensemble des éléments que je vais vous livrer ce jour, dans le cadre des prérogatives qui sont les miennes en ma qualité de procureur de la République et qui sont prévues par l'article 11 du Code de procédure pénale, m'apparaissent ainsi suffisants à une loyale information dans le cadre de l'avancée de la procédure initiée suite au décès de M. Claude Jean-Pierre, que je vais donc maintenant évoquer devant vous. Je vais souligner et insister sur un point, c'est que nous avons des devoirs qui s'imposent à nous en procédure pénale, en particulier pour ce qui est de la considération du principe du secret de l'instruction. J'ai déjà pu vous rencontrer pour quelques-uns d'entre vous le 18 janvier dernier au sein de mon bureau pour expliquer ce que mon parquet avait déjà pu faire dans le cadre de cette procédure. La justice en général, et celle présente en Basse-Terre, n'a strictement, et je l'affirme, rien à cacher. Je ne peux donc que le répéter ici. Bien au contraire, la justice souhaite, et c'est son unique objectif, la manifestation de la vérité et le respect du droit. J'ai toujours bien à l'esprit aujourd'hui, en prenant cette parole, que la justice est saisie d'interrogations légitimes d'une famille dans la douleur suite à la mort d'un être cher, mort subite. Des informations possiblement tronquées apparaissent avoir été relayées et diffusées publiquement de façon très récente. Il s'agit donc ici de la procédure ouverte suite au décès constaté de M. Claude Jean-Pierre, décès constaté le 3 décembre 2020 au sein du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Ces investigations en cours, à mon sens, traduisent une nouvelle fois la volonté de la justice d'aller au bout des choses pour ce qui est de la recherche de la vérité. C'est ce qui nous guide. S'agissant d'investigations techniques, ça nécessite nécessairement du temps et les parties civiles vont donc avoir accès à ces pièces de procédure dès réception par le juge d'instruction. J'ai pu voir cette vidéo saisie. Je peux donc dire de façon solennelle que les éléments de vidéo vus dans certains médias dernièrement ne représentent pas, à mon sens, la totalité de cet enregistrement. Une autopsie de M. Jean-Pierre a bien évidemment été effectuée en son temps. Ces conclusions sont en cours de complément. Des éléments médicaux ont été effectivement évoqués par les médias également. Il convient effectivement sur ce point d'être prudent. Un collège d'experts, et ça prouve encore une fois le but de recherche de la vérité, a été nommé pour effectivement compléter le rapport d'autopsie médico-légale. Procureur qui a bien insisté donc sur le fait que Claude Jean-Pierre était alcoolisé, que les gendarmes ont dû le suivre sur 1 kilomètre avant qu'il ne s'arrête sur le bas-côté, mais qui n'évoque ni les conditions de l'interpellation, ni la pseudo-tentative de fuite qui a été évoquée notamment sur les réseaux.
Et les négociations sont au point mort à Canal+ Caraïbes. Un point bloc, l'augmentation de 60 € net souhaitée par les salariés. La direction, elle, propose 21 € de plus si les performances sont bonnes. Le reste en images. Aujourd'hui, avec la direction, il y a un point bloquant qui est l'augmentation générale, enfin, l'augmentation individuelle des salaires, surtout pour les plus bas salaires, les catégories 3, concernant principalement 40 salariés de la société Canal+ Antilles-Guyane. Ce sont les conseillers commerciaux qui sont en boutique, qui sont que ce soit en Covid, pas Covid, on est là au fond à travailler matin, midi et soir pour recevoir les clients. Donc aujourd'hui, on a demandé à la base une augmentation de 150 € net, donc qui a été refusée par la direction. Donc on a revu à la baisse cette augmentation de salaire pour une augmentation de salaire de 60 € net. Aujourd'hui, la direction reste sur ses principes d'augmentation dite de performance, c'est-à-dire que c'est au mérite, c'est-à-dire que si vous avez travaillé correctement dans l'année, aujourd'hui, il nous propose une augmentation de salaire de 21 € net pour les salariés qui en ont droit, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, il y avait des salariés qui n'avaient pas droit parce que pour eux, ils ont estimé que ces salariés n'ont pas travaillé correctement dans la boîte. C'est jugé par rapport aux tâches qu'on réalise dans la boutique, c'est-à-dire que si on arrive à faire plus de chiffres, plus de MyCanal, ou plus d'abonnements. Aujourd'hui, moi j'estime que tous les salariés conseillers commerciaux en boutique réalisent les mêmes tâches, donc tous les jours, sachant qu'on fait beaucoup d'échanges, on reçoit beaucoup de clientèle, nous réalisons la logistique, pour moi on fait de la sécurité, agent de sécurité, on fait un peu de tout en fait. On est polyvalent dans la boutique. L'avant-dernière réunion, la direction nous a même menacé de poursuites pénales et aussi de licenciement. Donc aujourd'hui, ça va un peu loin. Donc on demande seulement 60 € net à l'entreprise qui brasse beaucoup de bénéfices. Ils ne sont pas capables de donner 60 € net. Donc ils nous proposent 21 € et on trouve ça pas normal, vraiment pas normal de la part d'une direction comme Canal+. Et cette grève-là va continuer jusqu'à temps qu'on nous accorde cette augmentation de 60 €. Et l'heure est au bilan pour la société ArcelorMittal qui a fait beaucoup d'efforts pour respecter les mesures d'hygiène et de sécurité. Distanciation, septaine, audit de la situation, tout a été fait pour rassurer les salariés. Regardez. Si on fait une rétrospective, on s'aperçoit qu'aux alentours du 20, on arrête, comme dans la plupart des entreprises de Guadeloupe, mais on arrête uniquement l'usine, de façon à pouvoir se préparer à protéger les gens, et en l'occurrence notre personnel et leurs familles, bien plus que ce que le gouvernement, puisqu'on peut parler comme ça, avait proposé. C'est-à-dire que par exemple ici, les distanciations, c'est 3 mètres. Alors c'est difficile à faire appliquer, mais depuis le début, on est à 3 mètres. Depuis le début, quelqu'un qui part en voyage, qui ait des consignes préfectorales ou gouvernementales ou pas, il y a une quarantaine de 7 jours, enfin donc une septaine, et un test PCR pour pouvoir à nouveau rentrer dans l'établissement. Donc voilà, je pense que nos employés, pour la plupart, pour la très grande majorité, sont conscients de ce qu'on a fait pour eux, pour leur famille et pour l'entreprise dans cette période-là. Partout, il y a les messages de sécurité. Tous les jours, il y a la direction. On fait des tours dans l'atelier, on fait des audits de comportement, on fait des audits de situation. On remonte tout ce qui, a priori, pourrait améliorer la sécurité du personnel. Donc ça, c'est du quotidien, c'est pas d'aujourd'hui. Il faut prendre des décisions rapidement, même parfois si elles sont mauvaises, mais comme elles sont prises très tôt, elles sont souvent bien meilleures que celles qui sont prises beaucoup trop tard. Donc voilà, donc je ne dis pas qu'on a fait tout ce qui était nécessaire, mais je pense qu'on avait beaucoup réfléchi à la meilleure façon de pouvoir continuer à travailler, de livrer nos clients, et de garder un contact avec eux tout en respectant les codes qui permettent d'assurer une santé, une sécurité au travail pour nos employés. Petit zoom maintenant sur des classes assez particulières, les classes Ulysse pour unité localisée d'inclusion scolaire. Leur objectif, scolariser les enfants porteurs de handicap près de chez eux et mettre l'accent sur l'adaptation sociale qui est souvent mise de côté. On note la réalisation d'une magnifique fresque au message clair « Ulissons-nous ». Regardez. Cette matinée rentre dans le cadre de notre campagne de sensibilisation à l'éducation inclusive. Nous sommes vraiment motivés par l'application de la loi du 11 février 2005 qui demande donc à ce que tous les élèves en situation de handicap soient scolarisés à proximité de leur domicile
et que nous savons que nous avons 2 dispositifs au collège, 2 dispositifs Ulysse, c'est-à-dire des dispositifs où on retrouve des élèves notifiés par la NDPH qui sont porteurs de handicap. Et nous, justement, nous ne voulons pas seulement avoir un dispositif avec un nombre d'élèves inscrits. Nous voulons vraiment l'intégration de ces élèves, l'épanouissement dans le collège, le mieux vivre ensemble. Il s'agissait surtout pour nous cette année de mettre l'accent sur le bon accueil de ces élèves dans un établissement, puisque souvent l'adaptation, comme je le disais tout à l'heure, physique, elle est faite. Les élèves en situation de handicap sont inscrits dans l'établissement. L'adaptation pédagogique aussi, même si parfois il manque un peu de formation, mais les enseignements sont adaptés. Mais par contre, l'adaptation sociale de ces élèves est souvent négligée. Je trouve que c'est superbe par rapport aux Ulysses, qu'ils ne se sentent pas tout seuls, qu'ils ne s'en sentent pas à part. Oui, c'est très important pour moi parce que j'ai aussi un handicap invisible. Alors pour moi, c'est très important que tous les gens qui sont comme moi, qui voient c'est quoi, c'est comme ça. C'est dans le projet Mieux vivre ensemble pour inclure les élèves en situation de handicap. C'est pour les inclure avec Alia, l'héroïne de la BD, et les personnages qui se tiennent la main à la fin. Et au début, ils ne se tiennent pas la main parce que c'est un sentiment de rejet. Changer le regard sur les handicaps invisibles. Les handicaps visibles, c'est plus facile, on les voit, donc les gens ont de la compassion, la compréhension. Le handicap invisible, il est justement, comme son nom l'indique, il n'est pas visible, donc ça peut générer des incompréhensions. Là où il y a des troubles, on peut les qualifier en fait de défauts, et donc les personnes porteurs de handicap invisible sont parfois en détresse ou incompris. Et donc il s'agissait pour nous à la fois d'identifier ces handicaps invisibles, de les faire connaître, mais aussi après de mettre en place une vraie politique inclusive dans le collège Suze Angélique de Vieux Habitants. Et à défaut de pouvoir voyager en cette période de Covid, eh bien les musées hexagonaux proposent des visites virtuelles, une technologie disponible aux Abîmes qui a fait l'acquisition de casques de réalité augmentée. Les scolaires peuvent ainsi bénéficier de ces animations 3D grâce au concours du Palais de la Culture qui se déplace directement dans les écoles. Le reportage. Qu'il s'agit de la culture et que cette culture arrive chez nous, nous sommes toujours tous ravis, c'est toute l'équipe pédagogique qui est ravie, d'autant plus que nous sommes dans un quartier, dans une zone d'éducation prioritaire. C'est une zone où nous avons des enfants quand même qui ont un rapport à la culture qui est quand même assez déficitaire. Donc dès qu'on a l'opportunité d'avoir ce type d'action au sein de l'établissement scolaire, on en profite. Aujourd'hui, nous ne pouvons sortir et savoir que la culture arrive à l'école est une très bonne chose pour nous. Le contexte sanitaire ne nous permet pas de recevoir justement les écoles et le public dans le Palais de la Culture. Et on a décidé d'aller vers les écoles, d'aller vers le public et de présenter ce musée. On peut parler de voyage culturel puisque les enfants découvrent des pièces de musée, ils ont découvert des extraits de musique, des choses qu'ils n'auraient pas forcément pu écouter ou voir avant. Donc du coup, ils voyagent et ils en sont très contents. Il y a vraiment des bénéfices à ne pas toujours rester quand on est au papier. On sait très bien que la manipulation et le numérique aident les enfants à voir un peu plus loin que l'espace de la feuille. Voilà, ça nous permet de voyager sans pouvoir le faire, sachant qu'on ne veut pas ces temps-ci. Mais voilà, en tout cas, ils aiment, on aime et ça nous convient. Les enseignants, c'est vrai, apprécient le fait que justement le musée numérique puisse exister puisque beaucoup d'enfants n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer. Et donc, ne serait-ce que pour venir au Palais de la Culture, encore plus d'aller en région parisienne. Donc l'idée, c'est que ce musée n'existe pas seulement en Guadeloupe. Le musée numérique existe partout dans le monde. L'idée, c'est qu'en fait, 12 grands musées se sont mis ensemble pour numériser les œuvres et permettre justement aux gens qui sont dans des territoires éloignés d'avoir un accès à la culture. Maîtresse est super emballée également. Franchement, j'adore les activités ludiques en temps normal avec mes élèves. Donc je trouve que c'est une occasion vraiment intéressante d'introduire encore la culture de façon ludique exactement pour mes élèves. Ça va leur permettre justement, lorsqu'ils auront l'occasion de voyager, de dire qu'ils ont eu accès, qu'ils ont touché à ce type d'art. Et comme cela, demain, quand ils vont à Paris, ils pourront dire à leurs parents qu'ils veulent aller véritablement à la Villette.
Et on part pour l'inauguration de l'espace France Service de Gourbert. Ce tiers-lieu permet aux administrés d'obtenir des réponses quant aux services de l'État, des collectivités, du Pôle emploi, de la Poste ou du Trésor public. Le reportage. Des questions à poser à Pôle emploi, parce qu'on a des questions à poser aux services fiscaux, parce qu'on a des questions à poser aux services de l'État, ou au service du département, ou au service de la commune. C'est ça cet endroit ici, c'est France Service. C'est vraiment un espace dans lequel on ouvre cette porte parce qu'on a le label France Service et on va trouver réponse à toutes les questions qu'on se pose sur tous les services de proximité. Ouvert à tous, bien évidemment, avec des horaires d'ouverture qui sont très élargis. Ça fait partie du label France Service. Vous savez que c'est un engagement qui est pris par ces espaces. J'en ai ouvert 2 jusqu'ici. Une maison France Service au Moule, qui était aussi d'ailleurs un espace de tiers-lieu, un espace aux Saintes, Terre de Haut. Et ici, c'est le 3e. Il faut qu'on en ait une vingtaine en Guadeloupe qui soient ouverts, mais on a déjà des projets partout. Donc c'est très bien, on va pouvoir les mailler petit à petit. L'objectif, c'est qu'on ait cet espace France Service à moins de 30 minutes de chaque Guadeloupéenne et de chaque Guadeloupéen. Vous voyez, donc on a besoin de mailler. Il faut qu'on aille travailler aussi à la Désirade, il faut qu'on aille à Marie-Galante. Voilà, on a des projets partout. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est proximité, puisqu'il faut que ce soit pas très loin, c'est la simplicité. Quand on rentre ici, on a la réponse à toutes ces questions. Et pourquoi ? Parce que c'est du partenariat. Et c'est du travail avec l'ensemble des institutions qui sont là et qui répondent à cet appel à projet. Les personnes qui sont là, que vous voyez avec leur petit badge France Service, ils sont pas payés par France Service, ce sont des agents de la commune, mais qui répondent aux questions de France Service, ça fait partie du label. Ils ont été formés pour, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ils ont été formés pour, ils vont continuer à être formés. Il y a tout un réseau qui se met en place autour de France Service, ici en Guadeloupe, mais il y a aussi un réseau qui est national, pour que justement on ait cette réponse à nos concitoyens. C'est un des enjeux très forts de proximité et de services publics de proximité. Et aussi les services avec les instances publics, mais aussi avec des opérateurs privés, notamment dans le domaine du numérique, de la dématérialisation, l'informatique, et de plus en plus il y a des opérateurs privés, des jeunes, le coworking, qui viennent travailler dans ce lieu. Et c'est une manière de socialiser, de sortir de son chez-moi, de son chez-soi, mais pour porter sa connaissance, d'échanger, et il y a un aspect très collaboratif dans cette démarche. Voilà, l'aspect institutionnel, mais aussi un lieu aussi de rencontre des initiateurs de projets, où qui peuvent se rencontrer, échanger et finaliser leurs projets. Donc on s'en réjouit totalement de cette belle rencontre institutionnelle, mais aussi opérateur privé. L'évêque Jean-Yves Rieucreux tire sa révérence. Après 9 ans passés en Guadeloupe, il a atteint l'âge de la retraite et doit s'en aller tout simplement. Et en attendant son remplacement, eh bien, c'est David Macaire qui assure la transition, puisque le nouvel évêque n'est peut-être pas encore nommé. Le reportage. Cette mission qui m'a été confiée par l'Église en 2012 et qui trouve son terme maintenant. Ça a été annoncé pour le jour de la fête de l'Ascension du Seigneur. Et puis bien sûr aussi la tristesse de partir. Enfin, c'est un arrachement. Je l'ai vécu lorsque j'ai dû quitter le diocèse de Pontoise où j'étais depuis 9 ans pour arriver ici en Guadeloupe. Aussi la joie de la présence de Monseigneur David Macaire comme administrateur apostolique. Donc il a la responsabilité de cette transition. L'archevêque connaît les dossiers, il connaît le précédent évêque, donc on a travaillé beaucoup ensemble. Donc c'est un peu normal qu'on demande à l'archevêque d'assurer ce service, d'accompagner toute une communauté dans ce chemin que j'appellerais synodal. Alors ça veut dire quoi ? On va marcher ensemble pendant quelques temps jusqu'à l'accueil du nouvel évêque. Peut-être l'horizon de 2022, tout ça c'est des processus assez longs. Ce jour est un jour de passation entre moi-même comme évêque émérite et Monseigneur Macaire, qui connaît bien la Guadeloupe, et avec les prêtres, il connaît certains nombre d'entre eux, et c'était pour leur expliquer ce que nous allons vivre maintenant. J'ai vu des choses se renouveler dans cette église, peut-être l'arrivée de missionnaires, de projets nouveaux, mais aussi la stabilité, l'enracinement dans un projet d'église qui était bien avant Monseigneur Rieucreux et qui se poursuit. Malgré justement comme quoi les hommes, c'est un peu comme dans les Actes des Apôtres, ceux qui connaissent la Bible, on suit Pierre, on suit Paul, et puis soudain, c'est pas ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est l'Esprit Saint qui continue l'œuvre de l'Église. Pour l'avouer, le Vatican préfère nommer un évêque qui serait guadeloupéen en Guadeloupe.
Ils préféreraient. Ils trouvent que c'est mieux, c'est un signe de la maturité de l'Église. Mes frères guadeloupéens ici, que je connais depuis longtemps, et puis les autres aussi d'ailleurs, ont l'air assez à l'aise avec moi pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Moi, ça me passionne, parce que non pas qu'il y ait une responsabilité de plus, je ne prends pas ça du tout comme du travail, je prends ça comme vraiment un service fraternel, un peu comme quand vous allez chez la voisine, pour dire voisine, je viens avec toi pour t'aider, etc. Je viens chez mes frères, parce que je suis aussi l'archevêque, donc c'est un double rôle par rapport à la Guadeloupe, un rôle, c'est que le Saint-Père, le pape m'a demandé ce travail d'administrateur apostolique, cette mission. Comme archevêque, je dois avoir un regard un peu général sur toutes les affaires de la province. Et puis comme administrateur, il faudrait que j'ai un regard particulier sur les détails de la vie de l'Église en Guadeloupe. Voilà, chers spectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi, mardi, qui est un très long week-end de Pentecôte, effectivement. Donc on revient mardi à 18h30. Passez un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Des bisous et sécurité. Et prenez soin de vos proches pendant ce week-end prolongé. Bisous. Et à venir dans la tranche info, eh bien, ça parlera, il y a Santé 10 d'abord, et ça parlera forcément politique avec les élections. Et avant la coupure pub, eh bien, je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Matt Trinity, bisous Matt Trinity, bonsoir à Dara Pelli, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Ojia Villeroy, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Luc Saline, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliard, bien évidemment, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à qui d'autre, là on le prend en sens inverse, bonsoir à Alain Yen, bonsoir à Bertrand Herlem, bonsoir à qui d'autre, à Marie-Hélène Borès, bisous Marie-Hélène, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Maude Petitpas, vous faites vraiment de gros débats, bonsoir à Raphaëla Duflo. Oui, Raphaëla Duflo, qui nous a indiqué le procureur de Bastère, qui nous a dit effectivement que Clodo ne se serait pas arrêté tout de suite, que les policiers, les gendarmes, ont dû le suivre sur 1 kilomètre avant qu'il ne comprenne qu'il était sous le coup d'un contrôle de police. Bonsoir également à Damien Salibur, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Stunman Stanley Velli et bonsoir à Déclic Palmiste. Déclic Palmiste, la façon de l'écrire est originale. On se retrouve après la coupure. Des bisous, à bientôt.